Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre troisième conférence du cycle de conférences ENM de la prépa mission magistrat. Ce soir, nous parlons de l'épreuve de la dissertation juridique, qui est donc, vous le savez, une épreuve au programme des candidats qui passent le premier concours. Je commencerai dans une première partie à présenter l'épreuve d'une manière générale, très rapidement, et puis je donnerai la parole à Émilie, qui est notre enseignante en droit pénal et procédure pénale, qui prendra la suite et qui présentera le corrigé de l'épreuve du dernier concours, puisque la dissertation juridique portait sur cette matière. Bonsoir Émilie. Bonsoir Fanny, bonsoir à tout le monde. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Merci, à tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Je commence donc par une présentation générale de l'épreuve de la dissertation juridique. Dans un premier temps, très rapidement, je vais rappeler les grandes règles applicables à cette épreuve. Et dans un deuxième temps, un tout petit peu plus substantiel, je vais vous donner des conseils pour réussir cette épreuve qui est quand même une épreuve difficile, qui n'est peut-être pas la plus redoutée, puisque ça reste une épreuve juridique pour les juristes que vous êtes dans ce premier concours. Ce n'est pas la plus redoutée, mais elle peut être parfois redoutable. Alors, on commence par une présentation générale des caractéristiques de cette épreuve. On l'a dit, c'est donc une épreuve qui est au programme du premier concours. Les candidats, vous le savez, au deuxième et troisième concours ne sont pas soumis à cette épreuve. Ils n'ont que des épreuves de cas pratiques. Comment les textes abordent-ils le descriptif de cette épreuve? Revenons aux mots utilisés dans les textes officiels. Alors, première observation, tout d'abord, on ne parle pas de dissertation, de composition, mais on peut considérer que c'est à peu près synonyme. Il n'y a donc pas de caractéristiques pour cette composition qu'on ne retrouverait pas dans la dissertation juridique qu'on a rencontrée dans ses études de droit à l'université, même si il est vrai que tout le monde n'en a pas forcément fait et que l'exercice n'est peut-être pas si fréquent que ça. Selon les textes toujours, cette composition a pour objet, je cite, de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse et au raisonnement juridique, ainsi que leur qualité rédactionnelle. Donc, je vous disais que 5 heures, c'est court pour les candidats qui ont du mal à aller au bout de leur raisonnement, de leur travail. En revanche, c'est absolument impératif d'essayer d'achever votre copie sous peine d'être très lourdement sanctionné. Et au concours, c'est une copie qui risque d'avoir une note inférieure à la moyenne. Le coefficient de cette épreuve est un coefficient de 4, à savoir le plus important. Le total des coefficients, c'est 17. On est donc sur à peu près l'équivalent d'un quart des points. L'épreuve porte, vous le savez, soit sur le droit civil et la procédure civile, soit sur le droit pénal et la procédure pénale. L'information n'est pas communiquée avant. C'est donc la surprise, si je puis dire, du premier exercice entre le droit civil et le droit pénal. Et la règle, c'est que le lendemain, sur l'autre épreuve, on tombe sur le deuxième exercice qui n'est pas tombé la veille. Et donc, lorsque la dissertation porte sur le droit civil et la procédure civile, c'est le cas pratique qui porte sur le pénal et la procédure pénale. Disons un mot du programme. Le programme officiel est très vaste. En droit civil et procédure civile, ce n'est pas moins d'à peu près une dizaine de semestres universitaires. En droit pénal et procédure pénale, c'est l'équivalent quand même de 3 matières, droit pénal général, droit pénal spécial et procédure pénale. Voilà pour les caractéristiques essentielles de cette épreuve.
Maintenant, la question que vous vous posez toutes et tous, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une très bonne note? Qu'est-ce qui va pouvoir faire l'excellente copie? J'en arrive à ce deuxième point où j'aimerais vous donner quelques conseils pour réussir cette épreuve. Alors, je vais vous les exposer sous forme de 5 points successifs, donc 5 conseils pour réussir l'épreuve de la dissertation juridique, qu'elle porte d'ailleurs sur le civil ou le pénal. Les conseils sont les mêmes. Premier conseil, c'est par là qu'il faut commencer, c'est évidemment une bonne analyse du sujet. Il faut tenter de traiter tout le sujet, mais rien que le sujet. Donc, c'est une bonne analyse de départ, puisque c'est par là que la méthodologie commence. Vous découvrez votre sujet, vous allez analyser chacun des termes, et ces quelques premières minutes sont décisives. Il faut évidemment bien lire l'énoncé, n'oubliez aucun mot, si petit soit-il, si insignifiant à première lecture soit-il, il ne faut négliger aucun mot, mais également aucune particularité du sujet. Du point de vue de la typographie, y a-t-il quelque chose à relever? Un singulier par rapport à un pluriel peut être également intéressant. Y a-t-il un point d'interrogation? Parfois, on a des sujets sous la forme d'un « selon vous » ou d'un « qu'en pensez-vous » ou « à votre avis ». Y a-t-il donc un point d'interrogation? Y a-t-il une majuscule ou une minuscule, un certain mot qui pourrait éventuellement changer le sens du sujet? C'est parfois le cas du mot loi, c'est parfois le cas du mot droit, c'est le cas du mot juge. Est-ce qu'on peut tirer des choses de la typographie, de la syntaxe, de tous les mots présents dans le sujet? Évidemment, il ne faut pas non plus aller trop loin, donc il faut se maîtriser et rechercher le juste équilibre, parce que bien sûr, on ne peut pas imaginer que vous fassiez du hors-sujet. Donc, il ne faut pas non plus tirer le sujet à l'infini, il faut savoir trouver la juste analyse. Et ça relève vraiment des premiers instants de votre travail. Donc, pas d'a priori, on lit tranquillement le sujet, on lit tous les mots du sujet. Il peut être long, c'était le cas l'année dernière, on va y revenir en droit pénal, le sujet comportait quand même pas mal de mots, ça peut être juste 2 mots, 3 mots, un sujet très court, il n'en demeure pas moins qu'il faut faire ce travail d'analyse. C'est mon premier conseil, vraiment une analyse très précise dans laquelle on se pose des questions. Deuxième conseil, ce qui va faire que votre devoir sera de qualité, c'est à mon avis la transversalité du contenu, la transversalité des connaissances. On l'a dit, les programmes, que ce soit en civil ou en pénal, sont très vastes. Et donc, il faut jouer de cela pour transformer le contenu de votre devoir en un véritable atout pour obtenir une bonne note. Et cet atout, cette carte à jouer, c'est la transversalité du contenu de votre devoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer, par exemple, de multiplier les illustrations dans des matières différentes. On a des copies dans lesquelles on sent bien que le candidat est totalement étriqué dans ses connaissances. Il est un très bon, par exemple, civiliste. Il a fait un master en droit des personnes et de la famille. Et on a des exemples. Dans ces deux matières, point. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut assurer cette transversalité des connaissances en citant, par exemple, des illustrations en droit des biens, en droit de la famille, en droit des contrats et en procédure civile. C'est évidemment facile à dire, beaucoup plus difficile à réaliser. Pourquoi? Parce que cela, évidemment, implique que vous ayez une bonne connaissance de l'intégralité du programme.
Et ça, c'est difficile. Maintenant, vous avez quand même plusieurs mois de préparation. Et donc, il ne faut négliger aucun pan du programme, pas même les matières que parfois on laisse un peu de côté parce qu'elles sont des matières à moindre succès auprès des étudiants. Suivez mon regard du côté du régime général des obligations ou du cautionnement. Il ne faut pas les laisser de côté parce que là, il y a des illustrations précieuses à aller prendre pour justement assurer cette transversalité des connaissances. Donnons un exemple très précis pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Si jamais on était amené, et je dis ça totalement au hasard, à réfléchir à la notion de loyauté. Vous avez peut-être eu connaissance d'un gros revirement par l'Assemblée plénière à propos de la loyauté de la preuve. Eh bien, c'est une illustration en droit de la preuve, donc en introduction au droit. La loyauté de la preuve. Mais la loyauté, je la trouve aussi ailleurs. J'ai de la loyauté un peu partout. Donc, dans ma dissertation, je vais essayer d'aller piocher des exemples ailleurs. Je vais pouvoir parler, par exemple, de l'obligation de loyauté en matière contractuelle, mais je peux aussi solliciter mon principe de loyauté procédurale. Vous voyez, j'ai déjà balayé quand même 3 ou 4 matières différentes sur la petite dizaine qui est au programme. Eh bien, c'est très positif. Voilà, ça montre à votre correcteur que vous avez une certaine aisance à vous promener dans le programme et à avoir cette vision générale du programme. Alors, c'est exactement la même chose, pas sous le contrôle d'Émilie qui vous dira ça tout à l'heure, en droit pénal. Essayez de varier les illustrations. N'essayez pas de vous cantonner à un petit domaine. Il faut donc ne faire aucune impasse au moment des révisions. Et puis, à partir du moment où vous avez défriché le sujet, eh bien, il faut balayer les différentes matières et essayer de voir si vous ne pouvez pas puiser un ou deux éléments, une ou deux notions, un ou deux exemples dans des matières différentes. La variété, la diversité, la transversalité des connaissances, c'est vraiment un atout considérable qui va vous faire gagner en qualité. Mon troisième conseil, c'est évidemment un conseil qui porte sur la forme. On lit encore trop de copies qui ne sont pas impeccables en termes de forme. Je ne peux pas m'empêcher de reciter, citer, reciter, on ne le citera jamais assez. Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface et c'est tout à fait vrai. Donc, la forme doit être impeccable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre copie, c'est évidemment l'orthographe, c'est aussi la richesse du vocabulaire, c'est la construction de vos phrases, c'est l'enchaînement des idées, c'est l'orthographe, la syntaxe et même la calligraphie, parce qu'il y a de plus en plus d'écritures qui sont difficilement lisibles. Je ne peux ici m'empêcher de citer les derniers rapports du jury. Vous savez que les jurys, chaque année, produisent des rapports dans lesquels ils transmettent leurs impressions du concours. Et dans ces rapports, régulièrement, si vous avez eu le réflexe d'aller les lire, il y a systématiquement donc quelques rappels. Le premier rappel, c'est que sur la forme, on attend quand même que votre dissertation rentre dans un moule préétabli. Il faut une introduction qui répond d'ailleurs aussi à une méthodologie. Il faut un plan apparent en 2 parties, 2 sous-parties. Ne vous amusez pas à faire autre chose que cela. Il faut des titres à vos parties, si possible clairs et en rapport avec le contenu. Élaborer votre analyse du sujet, élaborer le plan, rédiger, mais on ne peut pas rendre un devoir tout petit, minuscule. Donc, il faut quand même fournir au moins voilà, 6, 7, 8 pages substantielles pour que votre lecteur ait l'impression quand même d'un contenu riche. Dans les rapports du jury, nous trouvons également une idée récurrente, c'est que
et on vous l'avait déjà dit d'ailleurs à l'occasion d'une autre conférence, un exemple ne remplacera jamais un argument. Vous avez tendance trop souvent à utiliser vos exemples, vos illustrations comme un argument de votre démonstration. Je rappelle que ça ne peut pas fonctionner. Un exemple vient à l'appui d'un argument. Donc, il faut essayer en permanence de respecter le même rythme de démonstration, c'est-à-dire qu'on affirme quelque chose parce que c'est de la connaissance. Première étape, quelque chose parce que c'est de la connaissance et qu'on ne vous demande pas du tout d'inventer quoi. On a des codes, on a des lois, il y a des définitions aux notions. Donc ça, on vous demande simplement de réciter sur une source. Ça, c'est le premier temps de votre analyse. Ensuite, on donne des arguments, les arguments en rapport avec la problématique qu'on a posée, dont vous vous servez de votre premier temps. J'ai affirmé quelque chose pour sortir un argument de démonstration, pour parvenir à vos fins. Et vos fins, c'est dire, bah, la problématique que j'ai posée, elle est établie, elle est vraie, j'ai raison. Vous allez vous battre avec votre correcteur pour essayer de montrer que vous avez raison. Et dans un troisième temps seulement, on cite un exemple, ou deux, ou trois. Mais les exemples, c'est en bout de course. C'est ce qui boucle votre analyse. Donc, j'affirme quelque chose en m'appuyant sur des textes, sur des auteurs, sur de la jurisprudence, sur quelque chose parce que je n'invente pas. Ensuite, j'utilise un argument de démonstration pour montrer que ça se rattache à ma problématique. Et enfin seulement, j'illustre. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Sur la forme, on fait attention à tous ces petits détails qui comptent énormément. Vous vous êtes dit qu'elle était mal rédigée. Ça peut être long, ça peut être difficile à comprendre, ça peut être technique, ça peut être tout ce que vous voulez, mais le style est en général impeccable. C'était le troisième conseil. Prends les mots des textes officiels. La composition a pour objet de vérifier à l'analyse et au raisonnement juridique ainsi que leur qualité rédactionnelle. Je voudrais vous faire observer que dans cette définition de la composition juridique, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, ça ne veut certainement pas dire qu'on n'a pas besoin de connaissances pour réussir sa dissertation. Ça, ce serait une hérésie, bien évidemment. Mais ça veut dire que c'est presque pas ce qui compte le plus. Ce qui va compter, c'est l'analyse et le raisonnement juridique et les qualités rédactionnelles. Donc, les qualités rédactionnelles, on en a parlé. L'analyse et le raisonnement juridique, eh bien, c'est ici qu'il faut développer un tout petit peu ce qui est attendu. Le quatrième point, c'était l'analyse et le raisonnement juridique. Pourquoi? Parce que je voulais vous faire observer, en reprenant la description des textes, que la composition, est-il écrit, a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse et au raisonnement juridique, ainsi que leur qualité rédactionnelle. Et que donc, il n'y a pas référence aux connaissances. C'est quand même assez incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on peut formuler comme hypothèse? Je disais qu'on ne peut certainement pas en tirer que on n'a pas besoin de connaissances pour réussir sa dissertation. Ce serait une hérésie, ce serait totalement faux. On a évidemment besoin de connaissances pour réussir sa dissertation. Mais ça veut dire que dans le barème de correction et dans les attentes du jury, ce ne sera pratiquement peut-être pas ce qui va compter le plus. Ce qui va compter le plus, c'est donc analyse, raisonnement juridique et qualité rédactionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À partir de ce moment-là, ça veut dire quoi que de raisonner juridiquement? Eh bien, l'idée est la suivante. L'idée, c'est qu'il faut mettre en relief le sujet. Il faut mettre en relief le sujet pour vous demander, en somme, quels sont les tenants et les aboutissants du sujet. Il ne faut donc pas uniquement décrire un phénomène. Ça, c'est la partie connaissance. Il faut que ça y soit, mais ce n'est pas suffisant.
il ne faut pas se contenter de décrire, il faut aller un petit peu plus loin et vous demander quelles sont les répercussions sur la matière, quels sont les tenants, les aboutissants du sujet, quel est l'impact principal d'une évolution, par exemple. Il faut en somme mettre en avant, en lumière, les grands mouvements qui affectent la matière à partir de votre sujet. Donc, vous avez un sujet, quel qu'il soit, il y a forcément des impacts sur la matière, sur le droit civil ou sur le droit pénal. Quels sont ces impacts? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on peut formuler comme raisonnement, comme analyse à partir de ce sujet? Donc, d'un côté, on rassemble ses connaissances. Il en faut, on ne peut pas raisonner dans le vide, il faut des connaissances. Elles vont être dans votre copie. Mais d'un autre côté, ça ne suffit pas. Il va falloir mettre du relief dans tout ça. Alors, prenons un exemple pour, encore une fois, que nos discours très théoriques soient bien compris et bien perçus par vous. Si je prends la thématique classique de la contractualisation du droit de la famille, vous savez qu'on parle beaucoup de contractualisation du droit de la famille. Pourquoi? Parce que le contrat gagne en place, il occupe une place de plus en plus importante. Par exemple, les contrats de mariage sont de plus en plus un recours des couples qui ne se contentent pas du régime légal. Et puis, il y a effectivement une place dans le divorce maintenant au contrat qu'on n'avait pas forcément auparavant. Donc ça, c'est les connaissances. Je vais dire, j'ai des connaissances, je vais les mettre dans ma copie. Je sais que les contrats de mariage, c'est une technique à laquelle les couples recourent de plus en plus, et je sais que avec le divorce par consentement mutuel sans juge, eh bien, on a ici créé une place nouvelle pour le contrat en droit de la famille. Là, je décris le phénomène. Le contrat occupe une place de plus en plus importante. Je réponds au sujet, la contractualisation. Ça ne suffit pas. Il faut nous demander quels sont les impacts, quelles sont les conséquences, quels sont les tenants et les aboutissants de ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on vous interroge sur cette thématique? Alors, on peut relever, par exemple, que ce n'est pas anodin. Si on a ce mouvement-là, c'est que ça répond à quelque chose. Ça répond à quoi? Typiquement, si je prends l'exemple du divorce sans juge par contrat, eh bien, ça répond à un phénomène qu'on connaît bien, qui est la suractivité dans les tribunaux. C'est l'encombrement de la justice, qui est un phénomène bien connu. Et on s'est dit que pour désengorger un petit peu les tribunaux dans cette matière du divorce, on pouvait, quand les couples étaient d'accord, éviter de les faire passer devant un juge. Ça désencombre un petit peu d'autant d'affaires la justice. Alors, vous voyez, j'ai creusé un peu le sujet. Je n'ai pas seulement dit les couples aujourd'hui peuvent divorcer par consentement mutuel, par contrat, sans passer devant un juge. J'ai dit que ça répondait, par exemple, à un autre phénomène qui. Ensuite, je peux continuer à m'interroger. Est-ce que c'est une bonne raison? Est-ce que ce divorce sans juge, c'est une bonne chose? On a pu dire qu'il y avait des risques qui étaient attachés à cette manière de faire, et notamment du côté de la protection des femmes. Parce que lorsque le juge, pour tout type de divorce, avait son mot à dire et vérifiait l'accord des époux, eh bien, il y avait une protection plus importante qui était garantie. On sait que la femme, qui souvent, hein, c'est rien de le dire, gagne moins bien sa vie et donc va être bénéficiaire de la prestation compensatoire, eh bien, le juge, lorsqu'il était compétent dans tout type de divorce, eh bien, il vérifiait l'égalité, il vérifiait
la véracité de l'accord, la répartition de cet accord des époux, pour voir si c'était juste et équilibré. Là, avec un divorce sans juge, eh bien, c'est potentiellement mettre la femme en danger parce qu'elle n'aura pas autant son mot à dire, peut-être, dans certains couples, je ne dis pas que ce sera le cas partout, que son époux. Et donc, eh bien, on peut peut-être dire que c'est une perte du côté de la protection de la femme. Vous voyez, c'est ce genre de dynamique, c'est ce genre de réflexion qu'il faut mener. Donc, du relief, une analyse, un raisonnement juridique, c'est les textes qui le disent, c'est important. Dernier conseil, c'est le cinquième, c'est évidemment les entraînements. Vous ne pouvez pas réussir votre copie le jour du concours si vous ne vous êtes pas suffisamment entraîné en amont. Je crois que ici on peut reprendre la célèbre phrase de Boileau, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il faut s'entraîner, il faut en faire beaucoup pour, maîtriser parfaitement bien la méthodologie. Deuxièmement, s'entraîner à rentrer dans les exigences de temps, de durée d'épreuve et le niveau requis, l'exigence attendue. Et puis, s'entraîner quand même pour se connaître soi-même, connaître ses défauts. Je crois qu'il n'y a que comme ça que vous progresserez. Voilà, en somme, ce que je pouvais vous dire, quelques conseils pour réussir cette épreuve de la dissertation juridique. Ces conseils sont à méditer, évidemment, essayer de les appliquer systématiquement dans vos devoirs pour viser cette progression. Euh, on va désormais voir comment, sur un sujet très concret, on peut les appliquer. On arrive à la deuxième partie de cette conférence qui est consacrée au corrigé du dernier sujet. C'était donc un sujet de droit pénal et de procédure pénale. Preuve qui avait été proposée était un sujet posé sous la forme d'une question. Le jugement des infractions criminelles obéit-il à un régime spécifique? Fanny vous l'a expliqué. Il est fondamental que vous preniez le temps de bien lire et comprendre d'abord le sujet dans sa globalité, puis le sujet dans toutes ses spécificités, dans toutes ses composantes. Donc la première étape, quand vous êtes face à un sujet, c'est d'abord de bien respirer, de souffler un coup et de plonger dans le sujet. La première étape, donc, c'est lire et comprendre le sujet. C'est pas tout de suite vous jeter à corps perdu dans toutes vos connaissances. Loin de là. Fanny vous l'a dit, on est dans une approche transversale avec quand même une matière lourde qui met en place beaucoup de notions et donc il faut comprendre ce vers quoi le jury, en posant ce sujet, a voulu tendre. Donc on va découvrir l'ensemble des termes après avoir lu la question dans sa globalité, tout en déjà gardant à l'esprit qu'on nous pose une question. Chaque terme dans ce sujet est important, comme dans tous les sujets qu'on vous pose, que ce soit une affirmation, que ce soit une question, que ce soit une négation, il faut voir tous les termes. Ici, vous avez le mot jugement. Vous avez également le mot infraction criminelle. Vous avez le mot régime spécifique et vous avez surtout un mot qui est très important, c'est le verbe obéir. Et après, vous avez le point d'interrogation. Comme Fanny vous l'a dit auparavant, tout est important. Jugement, vous savez déjà que vous êtes dans la seconde phase. On n'est pas dans l'enquête, on n'est pas dans les poursuites, on est dans la phase du procès, qui démarre du coup par la finalisation de l'instruction et particulièrement par le procès. Et on est dans la phase peine, on est dans la phase jugement, avec tout ce qui comporte le jugement, c'est-à-dire quelle juridiction, quelle procédure. Et là, on sait déjà qu'on ne va pas traiter dans le sujet et donc on va procéder par un raisonnement par la négative. On ne va pas traiter de la
la première phase qui est la phase d'enquête. On est sur le jugement des infractions criminelles. Donc là, vous pouvez déjà vous dire, infraction, on est dans la classification, on sait qu'on a 3 catégories et on nous demande de nous pencher sur sur l'infraction, enfin la catégorie des crimes. Ce qui est important, c'est que là, encore une fois, vous allez reprendre votre raisonnement par une définition négative, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser dans nos raisonnements qu'aux infractions criminelles et pas délictuelles et pas les amendes, donc. Pas les contraventions, pardon, excusez-moi. À chaque fois, il faut bien garder, et dans tous vos raisonnements, on va garder toujours le même axe, c'est-à-dire cette rigueur juridique qui tient à tous les juristes finalement. Bien être rigoureux dans l'analyse de chacun de vos propos et de chacun de vos analyses. Après, vous avez le mot régime spécifique, enfin les mots régime spécifique. Le jury vous a mis spécifique, pas spécial, pas dérogatoire, pas exceptionnel. Donc il va falloir définir ce terme de spécifique. Pourquoi avoir choisi spécifique? Et là, on est déjà en train de se dire, ah, on n'a pas mis exceptionnel. Il aurait très bien pu mettre, est-ce qu'il obéit à un régime exceptionnel? Mais vous le savez, parce que vous avez une culture juridique, le terme d'exception, quand on parle de juridiction, est assez mal vu, parce que ça rapporte à une histoire. Et ça, vous allez pouvoir le développer. Quand Fanny vous parlait de transversalité, il fallait aussi entendre par là vos connaissances transversales. Tout ce que vous avez fait en histoire du droit va vous servir également, surtout en pénal. Parce que je crois sur ma paroisse, hein, la Fanny. Et donc, vous avez ce besoin d'expliquer, parce que là, ce que vous allez faire quand on vous pose une question comme ça, vous allez parler de politique publique en matière pénale. Mais les politiques publiques en matière pénale, tout comme en civil évidemment, euh, ne sortent pas ex nihilo. Elles sont issues d'une histoire. Et là, c'est l'histoire qui va vous servir. Parce que parler de régime spécifique, c'est parler aussi de philosophie juridique et donc je parle de régime spécifique et non pas de régime d'exception ou de régime exceptionnel. Mais je vais y revenir. Et le dernier mot important avant de parler du point d'interrogation, c'est le mot obéir. Obéir est un terme fort. Obéir, c'est soumettre. On n'est pas dans la question de savoir si, euh, si on est dans préfère-t-il un régime, choisit-il un régime. On n'est pas dans le choix, on est dans l'obéissance. Donc ça veut dire qu'on a une question de procédure qui va, dans votre raisonnement et dans votre démonstration, nécessiter une certaine interrogation sur l'obligation d'être ou ne pas être, telle est la question, dans un régime spécifique. Et donc, vous avez ce fameux point d'interrogation. Vous le savez, surtout maintenant que vous êtes en fin de formation finalement universitaire, quand on vous pose une question, on ne répond pas par oui ou par non. On vous demande une démonstration avec un raisonnement. Le oui ou le non, en fait, va transpirer par les mots que vous allez utiliser et par l'ordonnancement de votre raisonnement et de votre argumentaire. Tout ça, c'est un travail qu'il va falloir faire au brouillon. Ce sont des contours finalement que vous allez poser dans votre brouillon. Donc un jugement, je reprends. Donc on est dans le jugement des infractions criminelles. Donc jugement, c'est un mot qu'il va falloir définir. Infraction criminelle à définir. Régime spécifique et obéir également à définir. Quand je dis définir, c'est donner du coup les contours d'une définition positive ou d'une définition négative, ce qui vous permet d'exclure du champ de votre raisonnement des domaines que vous n'allez pas aborder, des notions que vous n'allez pas aborder. Donc, dans la définition négative, typiquement, infraction criminelle, ça veut dire que je ne vais pas définir ce qu'est une infraction contraventionnelle ou une infraction délictuelle. Ça permet
au jury de bien comprendre que vous avez maîtrisé le sujet, que vous avez compris le point qu'il voulait que vous abordiez. Pensez toujours que alors, j'ai pour habitude de dire à mes étudiants de prendre le jury par la main, en fait. Ça ne va pas de soi, ça va mieux en le disant. Donc ne partez pas du présupposé qu'ils vous comprennent. Il faut bien expliquer et il faut bien argumenter. Il faut emporter l'adhésion du jury dans votre argumentaire. Et il n'y a pas de solution toute faite. Tous vos arguments, à condition qu'ils soient justement posés et qu'ils soient construits, comme Fanny vous l'a expliqué, avec d'abord je pose un argument, après je développe mon argument, et enfin seulement je mets une explication, type illustration avec un arrêt, un exemple ou peu importe. Il faut avoir cette rigueur. Et à partir du moment où vous êtes sûr de vos arguments et que vous les posez de façon rigoureuse, ça marche. Il faut juste que vous soyez rigoureux. Alors, une fois que vous avez fait ce contour, en définissant bien chacun des termes, vous allez contextualiser et vous poser la question de l'intérêt du sujet. Pourquoi on me pose cette question? C'est pas pour le simple bonheur de vous faire travailler sur le jugement des infractions criminelles. Non, vous êtes des futurs magistrats. Donc il faut que vous vous questionnez sur le pourquoi du comment, de la philosophie finalement, de ce qu'est juger une personne. Le jugement des infractions criminelles comporte un élément fondamental qui est la présence du jury populaire. Et c'est pour ça qu'on va vous poser cette question, parce qu'il y a eu une réforme très importante, qui est l'avènement et la mise en place, en fait, des cours criminelles départementales. Et donc, il faut contextualiser dans l'introduction. Il faut poser les principes de ce qu'est le jugement d'une infraction criminelle. Expliquer, lui redonner son histoire. Alors évidemment, sans en faire des pâtés, hein, mais être percutant à ce moment-là. Pensez toujours que quel que soit le type d'exercice, mais particulièrement dans la dissertation, il faut que vous soyez dynamique. Parce que ce dynamisme, joint à la rigueur que vous allez avoir, va permettre d'emporter le jury, le membre du jury qui va vous corriger. Il faut toujours penser qu'ils ont beaucoup de dissertations à corriger. Et donc, plus vous êtes dynamique, plus vous êtes clair, plus vous êtes rigoureux et que vous avez un niveau de français parfait, parce que ça va mieux quand on lit des copies parfaites, vous aurez une bonne partie du chemin qui sera fait. Donc, je vous dis contextualiser. Dans la contextualisation, vous avez ici, le sujet s'y prête très bien, le fait d'aborder la question de la mise en place du jury populaire, de son introduction aux différents stades. Le populaire, en fait, est très important. L'approche de mettre un jury populaire pour juger des infractions, c'est ce que Jean Pradel a quand même nommé le gardien des libertés publiques. Et tout le monde sait quelle est la résonance de Pradel maintenant dans nos raisonnements. L'importance, c'est donc de se questionner sur le rôle du jury populaire. Et le jury populaire est également, en fait, l'entrée du citoyen dans le monde de la justice comme acteur. Et quand on entend les politiques actuelles parler de la nécessité de rapprocher la justice du citoyen, on va pouvoir légitimement s'interroger sur le fait de mettre en place des juridictions chargées de juger les infractions les plus graves en dehors de toute présence du citoyen finalement. Lambda, pas du professionnel. Et c'est là que vous amenez l'intérêt du sujet. Fanny vous l'a expliqué, il faut structurer votre introduction. Une fois que vous avez fait cette contextualisation et cette définition, vous allez donc poser votre problématique. La problématique dans une dissertation, elle est fondamentale. Elle coûte énormément de points.
Ça, on a dû vous l'expliquer pendant vos années universitaires et si ça n'a pas été fait, nous, on vous l'explique et on vous le redit et je vous le redirai et je vous le remettrai dans vos copies. C'est fondamental. Une problématique, ça vaut facilement entre 3 et 6 points. Vous vous rendez compte du volume de notation que ça vaut par rapport à une copie. Donc, il faut la travailler. Et une problématique, c'est pas juste une question qui tombe là comme un cheveu sur la soupe. Non, c'est la résultante de votre contextualisation, de votre définition. Elle est travaillée, les mots sont choisis et on applique très souvent ce qu'on appelle une problématique en cascade. C'est-à-dire que vous avez une grande question qui peut se décomposer en 2 sous-questions qui feront finalement vos 2 sous-parties. Ou une question et une question un peu plus précise par après. C'est comme c'est le même principe que normalement vous êtes censé appliquer quand vous faites un commentaire d'arrêt, c'est pareil. Il faut que votre problématique soit soignée. Il faut qu'on puisse, à travers la lecture de votre problématique, comprendre que vous avez compris le sujet, comprendre que vous avez compris la matière, comprendre que vous avez compris les enjeux et comprendre ce vers quoi vous voulez tendre. Et c'est seulement après ça que vous allez annoncer votre plan, parce que le plan n'est que la réponse à la question que vous vous êtes posée. Donc il ne sert à rien de vous battre pour essayer de trouver un plan si vous n'avez pas correctement établi votre problématique. Le plan est simplement la structuration de votre raisonnement. Structuration qui ne peut se faire qu'après avoir, de façon très profonde, travaillé le sujet. Donc, sur une épreuve qui dure 5 heures, il faut que vous preniez le temps de bien travailler votre sujet. Et c'est la gestion de ce temps qui va aussi être un des enjeux fondamentaux dans votre préparation. Donc, évidemment, dans les premiers temps, vous allez prendre le temps de bien rédiger et ainsi de suite, de bien prendre le temps. Mais au fur et à mesure que vous avancez, et je l'ai passé le concours de l'ENM, hein, franchement, chronométrez-vous. Parce que le temps est une des variables invariables, en fait. Et donc, il va falloir jouer avec. Et pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin de beaucoup se relire ou de prendre le temps dans la rédaction, eh bien, il va falloir faire avec. Vous ne pouvez pas faire sans. Et ça serait dommage de ne pas pouvoir rendre une copie terminée. Parce qu'une copie non terminée, c'est une copie qui manquera de rigueur. Et n'oubliez jamais que les membres du jury de l'ENM sont des magistrats qui vont chercher à recruter de nouveaux pairs. Et donc, qui vont chercher à avoir des gens de même qualité qu'eux, et donc des gens qui sont rigoureux. Vous le savez, un juriste, c'est quelqu'un de rigoureux. Donc, il faut que cette rigueur transparaisse également. Alors, j'en reviens à mon partage, du coup, pour ce sujet-là. Typiquement, quand vous faites cette dissertation, vous partagez votre temps entre 3 heures, 3 heures et quart, maximum 3 heures et demie de travail et de recherche sur votre brouillon et 1 heure et quart, 1 heure et demie, 2 heures max de rédaction. Ça, tout dépend comment vous rédigez vite ou pas vite et comment vous avez besoin de vous relire et de ne pas vous relire. Moi, j'ai pour habitude de dire, allez le plus loin possible dans votre brouillon, bien faire un plan détaillé au fur et à mesure et après, rédiger. Avant de passer à la rédaction, évidemment, pensez de temps en temps à rejeter un coup d'œil au sujet qui vous a été donné, histoire de bien vérifier que vous êtes dans les droites lignes et de ne pas être parti et de faire un risque de hors-sujet. Donc, gardez toujours bien à l'esprit qu'il faut coller au sujet. Donc, dans votre travail au brouillon, avant de vouloir tout de suite trouver une structuration de plan, ce qu'il faut faire, c'est, une fois que vous avez bien identifié les mots des définitions et le contexte dans lequel vous êtes, c'est-à-dire là, on est typiquement dans un sujet de procédure, avec une question qui a trait à la compétence des juridictions, au partage de compétences sur l'ensemble des juridictions qui peuvent intervenir dans le cadre du jugement d'une infraction criminelle. Vous êtes sur le territoire de la République.
Et là, il y a un petit truc intéressant, c'est qu'on a une juridiction spéciale qui est très peu connue, mais qui va être très intéressante, c'est les juridictions pour Mayotte. Là, vous le verrez dans le corrigé, j'en ai parlé de Mayotte. Parce que vous avez une spécialité, et là, on est dans le régime spécifique, et là, vous pouvez faire un lien entre spécifique et spécialité, spéciale, par rapport au traitement de Mayotte, mais j'y reviendrai. Pour faire ce travail, tout d'abord au brouillon, vous allez raisonner par bloc d'idées. Le plus simple, si vous avez la chance et qu'on vous donne plein de brouillons, c'est que ce n'est pas trop l'ambiance à l'ENM, mais si on vous donne plein de brouillons, c'est de travailler toujours sur les rectos des feuilles, pour ne pas avoir à tourner les feuilles dans tous les sens. Et vous faites des feuilles par idée. Là, typiquement, la première, quand on lit ce sujet, la première question, c'est infraction criminelle. Qu'est-ce que j'entends par infraction criminelle? Après, je vous ai parlé du jury populaire. Donc, vous essayez de retracer, si vous les connaissez, l'histoire du jury populaire, quelle est sa place, composition, à quel niveau. On est sur des juridictions pénales de jugement criminel. Donc, on est sur la cour d'appel, on est sur la cour d'assises, en appel, en première instance. On a les régimes spécifiques. Et donc là, vous faites une feuille sur les régimes spécifiques. Quels sont les régimes spécifiques? Eh bien, vous avez les critères de compétence. Vous définissez ce qu'est le critère de compétence. Jugement des infractions criminelles obéit-il à un régime spécifique? Si on parle de régime, on parle de compétence. Le régime, c'est quoi? Ratione materiae, ratione personae, et ratione loci. Le plus important ici, c'est le ratione personae quand on est dans les régimes spécifiques. Et là, il faut que vous repartiez sur vos fondamentaux, qui sont les principes inscrits dans la Constitution et qui sont les principes inscrits dans les principes processuels. L'égalité de la justice pour tous. Le traitement égal. Égal, mais pas égalitaire. Et donc la prise en compte des régimes spécifiques. Les régimes spécifiques, lesquels? Ce sont d'abord toutes les anciennes juridictions dites d'exception, c'est-à-dire les mineurs, les membres du gouvernement, et alors là, il y a de quoi dire sur la Cour de justice de la République, les militaires, parce que les militaires, jusque dans les années 80-90, avaient un régime juridique bien dérogatoire, qui était à l'origine un régime d'exception. Vous pouvez dégager dans une partie introductive d'une de vos sous-parties tout ce qui est ancienne juridiction, type cour martiale et ainsi de suite, tribunaux militaires, cour militaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance très approfondie de toutes ces juridictions. Mais au niveau de la philosophie, vous pouvez expliquer que l'ensemble de ces juridictions ont peu à peu été rapportées dans le giron du droit commun en bénéficiant d'un régime spécifique. Et là, vous reprenez les mots-clés de votre sujet en expliquant sa spécificité. Et là, comme vous l'a dit Fanny, vous développez l'argumentaire en expliquant pourquoi on a mis, par exemple, on a replacé, par exemple, les juridictions spécialisées en matière de délinquance des mineurs dans le droit commun pour appliquer les garanties procédurales telles qu'elles le sont par la CEDH. Publicité, même si la publicité est restreinte pour garantir les droits du mineur. Contradictoire, droit de la défense, 2 degrés de juridiction. Et là, vous argumentez en disant qu'il existe un régime spécifique qui est adapté en termes de critères personnels, mais ce n'est pas un régime dérogatoire. Et là, vous montrez à votre correcteur que vous avez bien compris la différence entre ce qu'est un régime spécifique, auquel le droit obéit, mais non plus un régime dérogatoire, type régime d'exception, tel qu'on le connaissait avant l'ordonnance de 1945. Idem pour, par exemple, le jugement des membres des gouvernements ou du président de la République. Et là, en termes de transversalité, vous allez faire un peu de droit public. Vous allez parler de notre Constitution. Et donc, bien montrer à vos correcteurs
que vous comprenez dans quel esprit s'inscrit le droit pénal et la procédure pénale. Ce n'est pas un être seul dans un coin, non. Les principes sont dans la Constitution, dans la CEDH. On est, et vous faites du droit européen, et vous faites de la procédure européenne. Tout ça va prouver à vos correcteurs que vous maîtrisez vos notions fondamentales, vos concepts et également le paysage. Chaque matière n'est pas isolée. On a pour habitude de dire que tout vient quand même du droit civil, le droit pénal. Les principes ne sont que des principes appliqués. Le déni de justice, tous les grands principes. Donc, vous avez toujours la possibilité de montrer cette transversalité dans vos connaissances en partant sur les fondements. J'en reviens à mon sujet, en espérant ne pas être trop long. Fanny, tu me dis si je fais trop de digressions, hein. On en vient donc, Je te le dirai, mais c'est parfait. merci, on en vient donc à nos explications et à nos développements. Vos développements ne doivent pas seulement être un développement type catalogue. Je vous parlais des juridictions pour mineurs, des juridictions pour les membres du gouvernement et des militaires. Après, vous avez une autre catégorie que je vais vous présenter. Ne faites pas un catalogue, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment le risque qu'il faut éviter. Que vous soyez en civil ou en pénal, c'est pareil. On ne veut pas ce qu'on appelle un inventaire à la Prévert, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment que les illustrations que vous allez utiliser viennent à l'appui de votre argument. Donc vous allez faire une démonstration juridique rigoureuse en utilisant à chaque fois, j'annonce un fondement, j'annonce ma pensée première, je vais l'argumenter. Quand je vous parle par exemple du jugement des délinquants particuliers, dit particulier par la doctrine, je vais expliquer que c'est sur le fondement des critères rationnés personnels que le droit, les politiques publiques ont décidé de mettre en place un régime spécifique au traitement des infractions criminelles commises par ce type de délinquance. Ce régime spécifique répond à des impératifs liés qui tiennent à la personnalité du délinquant en place, parce qu'il est dans une situation particulière. Et là, vous développez pourquoi une situation particulière. Et c'est seulement après que vous allez donner un ou deux exemples qui va marquer ce particularisme, en expliquant que ce particularisme qui est pris en compte ne l'est que pour garantir un traitement égal de la personne euh, face à son comportement, et non pas pour lui donner un avantage qui ne serait pas juridiquement valable. Ce qu'on avait dans les anciens traitements des membres du gouvernement avant toutes ces réformes. Et la réforme qui tient à la suppression de la Cour de justice de la République est un serpent de mer dans notre système. Mais bon. Et après, vous avez un deuxième bloc d'idées, le jugement spécifique en l'absence d'un jury populaire pour des considérations qui tiennent à la technicité de la matière. Et donc là, on est dans le rationné materiae. Et là, vous avez, depuis l'avènement des GIRS et Perben 2, donc de 2004, une explosion de juridictions spécialisées qui tiennent, alors, là pareil, vous évitez l'inventaire à la Prévert, pollution, santé publique. Qu'est-ce qu'on a? On a, que je dise pas de bêtises, maritime, tout ce qui est pollution maritime. On a, enfin, une flopée de juridictions qui sont mises en place et qui sont inscrites dans le paysage pénal, qui répondent à des impératifs de technicité, dans lesquels on a exclu le jury populaire. Et quand vous prenez les textes du Sénat et des débats parlementaires,
Ils sont exclus pour des raisons d'incapacité technique, en fait, de compréhension. Et là, vous allez justifier dans votre argumentaire qu'on a supprimé le jury populaire pour des raisons d'efficacité de la justice. Et donc, vous allez rebondir sur un autre principe processuel qui est l'efficacité, l'impératif d'efficacité et de clarté et de compréhension. Vous revenez du coup sur des impératifs européens. La procédure pénale française est de plus en plus et s'inscrit dans ces principes européens. Et ce sujet-là vous permet aussi d'aborder cette question-là. Donc cette technicité qui en fait est le point commun de l'ensemble des juridictions pénales spécialisées relatives aux critères rationnés matériae, le point commun, c'est en fait ce besoin de traitement par des magistrats spécialisés en tenant compte de critères objectifs posés dans le Code de procédure pénale. C'est les critères classiques, hein, ce sont les critères classiques de multiplicité de victimes, de technicité, et ainsi de suite. C'est les critères qui ont été posés avec Perben 2 sur la grande criminalité, qui se sont en fait diffusés et qui ont infusé l'ensemble de la matière pénale. Là, vous, dans vos développements, ce qui va être intéressant pour montrer l'impératif de rejet de la participation populaire, là, vous allez montrer que c'est dans un besoin d'efficacité et dans des considérations purement techniques que le politique, dans sa démarche, n'a pas voulu censurer l'existence du citoyen, mais a voulu rendre une justice, comme dit, plus efficace et plus efficiente. Maintenant, vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, hein, évidemment, hein, mais là, vous ne pouvez pas le dire comme ça. Gardez toujours à l'esprit que vous avez une certaine, entre guillemets, obligation de recul. On ne fait pas du droit, ce que j'appelle le droit épidermique, en fait. C'est un peu comme quand on adopte des lois un peu consécutives à une affaire. Vous, dans vos raisonnements, il faut que vous ayez quand même un certain recul. La rigueur participe de ce recul. Donc, pour en revenir, on a la mise à l'écart, la mise en retrait du jury populaire, pour répondre à la question là qu'on vous pose, dans deux points qui, à mon sens, et au sens de la majorité de la doctrine, se justifient, c'est face aux critères rationnés personae et face aux critères rationnés materiae, quand l'affaire est dite complexe. Vous pouvez parler aussi des affaires dites sensibles dans ces affaires complexes, les infractions de terrorisme. Et vous avez tous, dans vos années d'études, travaillé sur l'arrêt de 86 avec Action Directe, quand il y a eu les menaces sur le jury populaire. C'est de là que vient l'exclusion du jury populaire. Donc là, vous pouvez expliquer que aussi pour protéger la population, on retire la présence du jury citoyen dans ces affaires-là. Vous avez une légitimité à l'écrire parce que vous avez un socle qui existe pour appuyer votre argumentaire. Il y a toute la jurisprudence en lien avec Action Directe et vous avez tout le raisonnement qui a été fait par après. Si on peut vous donner un conseil, ne mettez jamais, parce qu'on l'a trop vu dans certaines copies, d'arguments du type, alors surtout ne mettez pas jeu dans vos copies, ça va de soi, mais d'arguments du type oui, il faut enlever le jury parce que c'est trop dangereux pour eux. Alors je le dis un peu vulgairement et grossièrement, hein, mais franchement, à chaque fois, vous avez des fondements juridiques, vous avez vos codes avec vous, hein, vous avez vos fondements juridiques, vous avez tout votre historique, tout ce que vous avez pu apprendre, qui vont vous permettre de poser un argumentaire. Chaque étudiant a entendu au moins une fois dans sa vie cette histoire en lien avec les attentats terroristes et Action Directe. Donc,
servez-vous-en. Ça va vous prouver encore une fois et prouver à votre correcteur que vous savez d'où vient le positionnement. J'en reviens au sujet. Le sujet, alors je ne sais pas du tout quelle heure il est. Fanny, on est bon là? Oui, oui, on est bon. Tu as encore une dizaine de minutes. D'accord, donc je vais aller un peu plus vite. Mais l'idée est toujours la même. On vous parle de jugement des infractions criminelles obéit-il à un régime spécifique? Je vous ai dit que le régime spécifique peut se justifier par la complexité et la personnalité. Mais vous pouvez très bien également, et ça c'était ma deuxième partie dans mon raisonnement quand j'ai vu le sujet qui a été posé, vous interroger sur cette légitimité du régime spécifique. Parce que là, il est légitime. Moi, je me suis interrogée sur cette légitimité en disant, il est légitime quand c'est complexe, quand on a affaire à un mineur, quand on a affaire à un membre politique, encore là, un militaire, parce que l'affaire est assez complexe, le crime organisé, le terrorisme, évidemment. Mais quand vous avez vu les documents et les textes qui ont mis en place la cour criminelle départementale, en réflexe de juriste, vous allez lire les débats parlementaires, vous allez lire la circulaire, vous allez lire les documents de présentation, les premiers articles de doctrine, et on vous écrit que, en fait, cette cour criminelle est mise en place pour gagner du temps, désengorger les cours d'assises, et qu'elles sont quand même restreintes à certaines catégories d'infractions. Et ces cours sont adoptés alors qu'on est en pleine politique de réaffirmation de la place du citoyen face à la justice, de la discussion. Et là, on peut s'interroger. Quelle est la place de ces cours dans le paysage juridictionnel? Quelles sont les compétences qui lui sont réservées? On vous dit, oui, ces juridictions auront une compétence limitée aux seules personnes majeures, ah, donc déjà, ce n'est pas les mineurs, qui seront condamnés à des peines de réclusion criminelle d'au moins 15 années et qui ne sont pas en récidive légale. Donc on a un critère rationné personae, critère classique qu'on a déjà rencontré pour les mineurs, pour les militaires. Mais on a un critère qui pose un régime spécifique, peut-on le dire, dérogatoire. Vous avez le droit de poser des interrogations dans vos dissertations. Alors que on va traiter une infraction, somme toute, de droit commun. Le viol, par exemple. À condition que la personne ne soit pas majeure, soit pas en état de récidive légale. Et puis on vous ajoute qu'il va falloir que la personne, l'intéressé, va donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle, en présence de son avocat. Ah, on respecte le principe du contradictoire. Parfait. Tout ce que vous avez pu lire, grâce en plus aux documents que vous fournissent la prépa, parce qu'ils ont quand même l'actualité qui est bien étudiée, tout ce que vous avez pu lire va vous permettre de nourrir cette réflexion. On est dans de la politique publique pure là. On va mettre en place un régime spécifique, on va sortir du régime du droit commun une catégorie d'auteurs présumés d'infraction, parce que pas encore jugés, alors que dans la constitution de l'infraction, on est sur les éléments constitutifs classiques. Et seulement parce qu'il ne serait pas en état de récidive légale, il aurait un autre régime. Régime dans lequel il n'y a pas le jury populaire. Pourquoi? Là, vous pouvez vous interroger sur la légitimité d'une telle disposition. Pourquoi faire une séparation alors qu'au lieu de prendre ces personnes-là qui vont être des magistrats qui vont siéger dans ces cours, pourquoi pas les mettre dans des cours d'assises et puis, du coup, augmenter le volume des professionnels? Pourquoi créer une autre juridiction? Là, vous vous interrogez, vous, en tant que technicien du droit, sur la légitimité de ce dispositif. Le jugement des infractions criminelles obéit-il à un régime spécifique? Oui, mais pourquoi? Là, pourquoi?
quelle est la volonté que le politique a voulu mettre en place. On vous dit que c'est un impératif de rapidité, enfin de célérité de la justice. OK, la CEDH nous demande d'avoir une justice qui fait preuve de célérité. Oui, mais à quelles conditions? Et quels sont les risques? Pourquoi mettre en place un traitement dérogatoire? Parce que là, on est dans le traitement dérogatoire, hein. Alors, OK, ce sont des magistrats professionnels. OK, on a l'avocat qui donne l'accord. OK, il n'est pas en état de récidive légale, mais à la base, on a traitement égal entre les justiciables. Si vous commettez un viol, vous allez dans la cour d'assises. Pourquoi séparer? La réponse, je ne l'ai pas. Mais vous la posez, vous, en tant que juriste. Les magistrats se la posent également. On met des moyens dans cette nouvelle juridiction. On sait pertinemment que la justice a besoin de moyens. Pourquoi séparer? Pourquoi scinder? Là est l'intérêt d'aller dans ce bloc et dans ce développement qui va vous permettre d'interroger la légitimité de ce dispositif spécifique. Et c'est là où, quand Fanny vous dit qu'il faut avoir un raisonnement, qu'il faut avoir des développements, qu'il faut avoir finalement un positionnement, sans dire je suis contre, je suis pour, mais qu'il faut avoir une certaine maturation dans votre raisonnement juridique, là, vous allez pouvoir prouver à votre correcteur que vous avez cette maturité, que vous avez cette compréhension du sujet. Vous n'êtes plus de simples étudiants à qui on dit c'est blanc, c'est noir, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Vous êtes des acteurs et vous serez des futurs magistrats. Alors ok, le magistrat a le devoir de réserve, mais quand même, on est citoyen avant tout. Quand on vous pose cette question-là, on vous pose la question de la légitimité de la mise en place de certains dispositifs. Alors, il y a une question, pouvons-nous poser des questions de la sorte sans avoir à poser? Oui, en fait, vous ne posez pas la question de façon directe, vous vous interrogez sur la légitimité du dispositif. Vous pouvez, et vous l'écrivez. Dans ce sens, au vu du dispositif mis en place, il est légitime de s'interroger sur les visées de la politique publique. Parler de politique publique, parler de visées dans la réforme de la politique pénale, utiliser des termes qui vous permettent non pas de tirer tel un jeu de balle-trappe sur le politique en lui-même, parce que ce n'est pas le but du concours, mais poser des questions qui vous permettent bien de montrer que vous avez compris en quoi consiste le dispositif, mais qu'au vu des principes fondamentaux du droit, on peut quand même s'interroger. Ramenez toujours vos raisonnements aux principes, qu'ils soient processuels ou fondamentaux. Tu es d'accord avec moi, Fanny? Oui, tout à fait. C'est Manon donc, qui posait cette question tout à fait pertinente. Il me semble que non seulement vous pouvez, mais j'irai plus loin, je dirais que vous devez. C'est obligatoire de vous interroger, même lorsqu'on n'a aucune idée de la réponse, sur ce que j'appelais tout à l'heure les tenants et les aboutissants du sujet. Posez-vous des questions. Pourquoi? Comment? Dans quel but? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a des avantages à telle réforme? Est-ce qu'il y a des inconvénients au contraire? On ne fait pas les choses par hasard et on ne vous interroge pas sur ce type de sujet par hasard. Donc, posez-vous des questions. Et donc, puisque Manon parle de la rédaction concrète, ça veut dire qu'il y a une question avec un point d'interrogation. Vous Tout pouvez à fait. parfaitement poser des questions sous forme interrogative dans votre copie. Tout à fait. D'accord? N'hésitez pas à questionner, alors soit de façon, alors moi j'aime pas trop la façon directe, mais vous avez la possibilité de mettre, il est logique de s'interroger, il est légitime de se poser la question. Utilisez cette forme qui est en fait une interrogative rhétorique qui vous permet que le correcteur fasse, ah tiens, lui il a compris. Lui ou elle a compris qu'il y avait quelque chose à lever, qu'il y avait une interrogation à se poser quant à l'intérêt du sujet qu'on a donné.
Et là, vous saisissez votre correcteur. Et là, on voit que vous avez cette maturité et que vous avez compris ces mécanismes juridiques. Le cas pratique, c'est un exercice technique, c'est un exercice d'application du droit. La dissertation, c'est vraiment un exercice avec la philosophie juridique qui est derrière. Et c'est là où, quand on vous parle de transversalité, cette philosophie juridique, en fait, il y a la grande trame juridique qui est derrière avec nos grands principes. Et j'ai pour habitude de le dire à tous mes étudiants et à toute personne qui prépare un concours, quand vous êtes un peu perdu, raccrochez-vous à vos principes. Tout vient de là et tout revient là. Là, quand on vous parle de jugement des infractions criminelles, on est quand même dans le jugement de personnes qui vont risquer, qui encourent des peines lourdes. Et on a nos principes processuels qui sont derrière, et particulièrement le principe d'égalité devant la justice. Si on parle de régime spécifique, on brise cette égalité. Et à quel titre on est légitime dans le fait de scinder le traitement des personnes? Et on brise cette égalité qui, en fait, est en partie représentée par la présence du jury populaire, qui, comme je vous le disais au travers des mots de Pradel, le gardien des libertés publiques. On est quand même dans une justice qui est rendue au nom du peuple. Et donc, pour que cette justice soit rendue au nom du peuple, et pas comme en Belgique, par exemple, au nom du roi, il faut que ce peuple soit là. Non pas parce qu'on se méfie des magistrats, attention, vous allez essayer de rentrer parmi vos pairs, donc ne me dites pas que vous vous méfiez des magistrats, mais parce que le jury populaire est une composante de la démocratie. Et là, vous revenez dans une ambiance, dans un décorum qui vous permet de vous raccrocher au concept de démocratie, au concept de contradictoire, de présence du jury, du citoyen, le citoyen qui fait le droit, en fait. OK? Je ne sais pas si tu veux que j'aille plus en approfondi sur le sujet. Il y a le corrigé. Alors, vu qu'il y avait des coquilles, je te renverrai un corrigé. Je peux, si, mais je pense que là, on peut peut-être répondre aux questions si tu... Oui, absolument. Je pense que c'est déjà très bien balisé comme analyse. Donc, merci beaucoup, Émilie. L'occasion pour vous de poser les questions qui vous passent et vous trottent par la tête. S'il n'y a pas de questions pendant le temps que vous les écrivez, je vous montre donc le corrigé, rédigé auquel vous avez accès. Je peux vous le communiquer. Vous avez donc ici, il est intégralement rédigé, donc ça vous donne vraiment une idée de ce qui était attendu. L'introduction, vous vous amuserez en la lisant à retrouver les différentes étapes qu'Émilie vous a présentées. Donc vraiment essayer de prendre un stylo de couleur et de dire, ah oui, là c'est l'accroche, là c'est la définition des termes du sujet, là je vois bien la contextualisation, etc. Chercher la problématique, découper comme ça. Il n'y a pas meilleur moyen que de lire une copie quasi parfaite pour bien comprendre ce qui était attendu de vous. Donc, vous voyez, en termes de longueur, ça donne ça, introduction, avec une belle annonce de plan qu'il faut que graphiquement on puisse repérer. Donc, grand 1, entre parenthèses, grand 2, entre parenthèses. La problématique, il est d'usage quand même d'utiliser le style interrogatif, donc petit point d'interrogation ici. D'accord? Et puis, des intitulés percutants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, ils apparaissent dans votre copie. Et ensuite, ça veut dire que lorsque je lis l'absence des jurés populaires résultant de considérations techniques, je comprends ce que le candidat va développer à l'intérieur. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas dans mon esprit de doute sur ce que je vais trouver. Alors, il faut que la promesse soit tenue. Et donc, il faut que vous intituliez correctement vos parties de sorte à ce qu'elles correspondent parfaitement au contenu. Donc, mon conseil, c'est que vous intitulez votre partie, votre sous-partie, vous la rédigez et à la fin, ayez systématiquement le réflexe de revenir à la lecture de votre intitulé. Et posez-vous la question de savoir s'il colle
parfaitement à ce que vous avez dit. Si c'est le cas, tant mieux, vous passez à la suite. Si ce n'est pas le cas, vous réintitulez, vous modifiez à la marge. Mais il faut vraiment que ça colle au contenu. Également, refaire une lecture générale du plan à la fin pour Mm, voir s'il y a une cohérence. On cherche le parallélisme des formes. Donc, exactement. faites attention si vous mettez une virgule ou un point d'interrogation. Alors, je vous conseille de ne pas le faire, hein, mais si vous mettez une virgule dans votre grand 1, il faut qu'il y ait une virgule dans le grand 2. Si vous mettez 2 points dans le grand 1, il faut qu'il y ait un 2 points dans le grand 2. Il faut Mm. que les termes se répondent également. Faites bien attention à ça. Et évidemment, pas de verbe conjugué dans vos titres. Exactement. En grand B, tu avais intitulé ta sous-partie le jugement des affaires particulièrement complexes. On a bien compris, c'est ce que tu as largement expliqué. Ce mot complexe, ça doit déclencher chez votre correcteur une idée. L'idée que ah bah, ce pan du sujet, il est vu. Voyez? Et ça vous fait gagner des points. Ensuite, en deuxième partie, nous avions la restriction des jurés populaires résultant de considérations politiques et sociales. Donc, on voit bien le parallélisme des formes, résultant d'eux, avec un joli miroir, joli effet miroir entre les deux intitulés. Grand A, la Cour criminelle départementale, une dérogation questionnante. Alors, vous pouvez utiliser comme ça des adjectifs qui incitent quand même le correcteur à se dire que vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes interrogé, vous avez essayé de mettre en valeur et en lumière les difficultés, les impacts du sujet, on l'a dit. Et grand B, les cours d'assises de Mayotte, une dérogation socialement justifiée. Là aussi, on voit bien l'effet miroir dans les intitulés. C'est donc parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et une mini conclusion quand même. On sait que traditionnellement, on vous a toujours dit à l'université que les conclusions n'étaient pas obligatoires. Moi, j'ai toujours eu tendance à considérer qu'on disait au revoir à son correcteur et la manière la plus polie de dire au revoir, c'est quand même d'indiquer une mini conclusion en essayant peut-être une petite ouverture sur quelque chose, une actualité, du droit comparé. Il faut boucler la boucle et il faut dire au revoir, saluer le correcteur, lui dire ça y est, c'est terminé. Et donc, vous voyez là, on a un petit paragraphe qui finit par concluons alors ces développements, en rappelant que depuis la Révolution française, c'est le petit plus historique qui tombe à pic, en fait. Voilà. Donc, c'est d'un point de vue méthodologique exactement comme ça qu'il faut présenter votre copie. Surtout qu'on vous pose la question. On vous pose une question. Donc, il faut Exactement. quelque part quand même mettre le petit point final à votre raisonnement. Exactement. Et donc là, vous pouvez reprendre quand même votre problématique, les grandes lignes de la réponse à celle-ci, et puis une petite ouverture, soit oui, historique, soit si vous avez un élément de droit comparé. Est-ce que vous avez un élément dans un droit étranger à placer là? Ça, c'est formidable, évidemment. C'est idéal. Voilà. Mais une petite conclusion quand même s'impose, à mon avis, dans la dissertation juridique pour saluer le correcteur et dire qu'on a terminé son devoir. Bien, nous arrivons au terme de cette conférence. Nous allons conclure cette conférence, vous remerciant de nous avoir suivis ce soir. À très bientôt.